Voici notre 46e épisode. Ah bah oui, la rentrée c'était il y a 2 ou 3 semaines. Là on est bien dans l'actualité. C'est ce que vous allez une fois de plus constater avec cet épisode. Et pour parler d'actualité technologique, on a avec nous l'équipe habituelle, je vais dire des technos. Il y en a quelques-uns qui sont pas encore tout à fait rentrés, qui rentreront un petit peu plus tard dans le courant du mois d'octobre. Ne vous impatientez pas, ils arriveront bientôt. Dans l'immédiat, on a avec nous, comme souvent d'ailleurs, de plus en plus souvent dans ce studio, Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Et puis via Skype, nous avons Marc d'un côté, salut Marc, et Sébastien de l'autre. Hello. Salut Sébastien. On commence comme on a l'habitude de le faire avec le courrier des auditeurs. Il a été nombreux cette semaine, il y a eu différents échanges, que ce soit via Facebook, en commentaire, du billet de blog, ou via YouTube, ou via la page de contact, puisqu'il y a une page contact dans notre blog également, qui vous permet de communiquer avec nous. C'est ce qu'a fait par exemple Karine, qui nous pose une question concernant les liseuses. D'abord, elle nous dit que c'est un super podcast, ça déjà c'est un point positif, ça commence bien. Alors elle demande, n'avez-vous jamais fait de sujet à propos de liseuses ? Je réponds oui, et Marc confirmera d'ici quelques instants. À quel point faut-il prêter attention, par exemple ? Je donne la parole à Xavier, et puis après à Marc, puisque Marc a une expérience aussi du côté d'Amazon. Voilà, donc les liseuses, pour rappel, c'est ces petites, ça ressemble à une petite tablette, mais qui a une technologie, donc l'encre e-ink, qui offre un bon contraste et qui permet donc de lire sans se fatiguer les yeux des e-books. Notamment, et donc les critères qui sont importants quand vous allez choisir, je pense qu'il faut, le mieux de toute façon c'est de pouvoir le tester avant de le sélectionner, mais il y a notamment la dimension, la capacité de la mémoire, donc c'est-à-dire le nombre de livres qu'on va pouvoir stocker, l'autonomie, la connectivité, donc est-ce que c'est équipé de Wi-Fi, de Bluetooth, etc. Le contraste, très important pour le confort des yeux. Parce que tout ce que tu as dit précédemment c'est du simple bon sens, par contre il y a des différences d'une marque à l'autre ou d'un modèle à l'autre au niveau du contraste et donc de la lisibilité oui, tout à fait. Liseuse, ce qu'on attend, c'est de la lisibilité. Oui, donc le contraste est vraiment très important. C'est ça qui va permettre d'avoir moins de rétroéclairage et donc de fatiguer moins les yeux. Mais il y a d'autres éléments importants. Par exemple, est-ce qu'on va pouvoir faire de la prise de notes dessus ? Est-ce qu'il y a un lecteur audio ? Est-ce qu'on va pouvoir accéder à des librairies intégrées via le Wi-Fi ou la 3G ? Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a stocké ces livres et qu'on est arrivé au bout de sa bibliothèque, est-ce qu'on va pouvoir aller télécharger d'autres livres sur des genres de Play Store ou App Store, mais dédiés à ça. Est-ce qu'elle est étanche ? Certaines tablettes sont étanches. Des fois qu'on a envie de lire un livre au fond de la mer. Voilà. Et donc les prix, le prix moyen varie entre 99 et 150 €. Ça va. Il y en a qui sont un peu moins chers, d'autres plus chers, mais c'est généralement dans ces gammes-là. Et personnellement, moi, les deux qui ressortent un petit peu, c'est la fameuse Amazon Kindle, Paperwhite notamment, qui est pas trop cher. Et il y a une Kobo Glow qui est un peu moins connue, mais qui est... moi j'avais testé une Sony qui n'était pas extraordinaire, mais qui avait l'avantage de fonctionner correctement, on va dire. Marc, de son côté, lui, c'est pour ça que je disais qu'on a une expérience côté liseuse, puisque Marc, tu nous avais proposé un test, même double test, oui, puisque tu avais les 2 derniers modèles les 3. Même 3 alors, parce que si je te rappelle, on avait fait un comparatif avec la Kindle Paperwhite, qui était l'avant-dernière génération, qui est la dernière génération qu'Amazon vend en Europe, et la Kindle Voyage que j'avais réussi à me procurer, qui est le modèle flagship pour l'instant aux États-Unis, qui est le dernier né dans cette gamme chez Amazon, qui est un petit bijou. Je continue à l'utiliser tous les jours. On avait également fait un test d'une liseuse un peu plus exotique pour geek qui tournait sous Linux, si tu te rappelles, sur lequel on fera effectivement peut-être un suivi un de ces jours, parce que je sais qu'il y a des grosses updates qui ont été faits du côté du logiciel. Alors, je n'ai rien à rajouter spécialement à ce qu'a dit Xavier, c'est tout à fait bien synthétisé. Moi, je voudrais juste ajouter un petit détail quand même, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible aussi, essayer de rester sur des modèles qui acceptent à peu près tous les formats possibles. Amazon est un très très bon
est un très bon fabricant de liseuses. Le matériel est excellent, c'est ergonomique, c'est facile à utiliser, c'est agréable à utiliser, mais ça a l'inconvénient, si vous n'êtes pas un bidouilleur, de vous enfermer dans l'écosystème Amazon, parce que vous ne pouvez acheter vos livres que via Amazon, et en gros, vous n'avez pas le droit d'installer quoi que ce soit comme autre bouquin, à part ceux que vous avez achetés sur Amazon. On sait le contourner, mais c'est pas à la portée de monsieur tout le monde. Par contre, la Kobo Glow que Xavier mentionnait et d'autres modèles comme par exemple les Pocketbook que nous avons testés, eux permettent de leur balancer de l'ePub, du PDF, bis en DRM, etc., du PDF, et donc là on a un choix beaucoup plus vaste et on peut effectivement, pour peu qu'on possède déjà une librairie d'une ancienne liseuse et qu'on désire passer à un modèle un peu plus récent, on a facilement la possibilité de transiter d'un appareil à l'autre sans forcément devoir s'embarrasser avec des conversions, etc. Parfait, je pense qu'on a répondu à Karine, et il n'y a pas de souci, on a fait le tour un petit peu on pourrait rentrer dans plus de détails évidemment, mais je renvoie au précédent podcast, en l'occurrence, là où on avait parlé de Kindle, ils sont assez faciles à retrouver. Si je vais refaire ça peut-être, si vous avez également des questions du même type ou d'autres, n'hésitez pas évidemment à nous les communiquer. Les moyens ne manquent pas, comme on a l'habitude de dire, soit en commentaire, soit via notre page de contact, soit il y a moyen, il y a toujours moyen. C'était le cas aussi pour d'autres sujets, mais ça on va y revenir dans un instant, puisqu'on va directement amorcer notre abécédaire avec la lettre A et un premier possible coup de gueule entre guillemets, puisqu'on va reparler forcément d'Apple, de la keynote de la semaine dernière, mais là plus précisément, et ce sera peut-être l'objet de mon coup de gueule du jour, de l'Apple Store de Bruxelles. Pour nos amis français qui nous écoutent, et ils sont de plus en plus nombreux, et on les en remercie d'ailleurs, en Belgique nous n'avons pas d'Apple Store, on a des revendeurs affiliés au réseau Apple, etc. Le premier Apple Store de Belgique, c'est celui de Bruxelles. Il débarque là maintenant, il y a une ouverture prévue le 19 septembre, c'est-à-dire le week-end qui s'en vient là. Marc avait un truc à dire à ce sujet, justement. Non, là, rien du tout, parce que tu viens de me griller mon sujet, t'as dit absolument tout, moi j'ai rien à rajouter. Eh bien, je suis bien content, parce que c'est la preuve qu'en fait, il n'y a pas de sujet. On va se faire des amis. Soyons clairs, ce n'est pas un sujet. Je suis désolé de le dire. La presse s'est jetée dessus comme un seul homme, et même une certaine presse spécialisée. Je ne citerai pas de nom, parce que par ailleurs, ils ont de bonnes infos aussi, mais là, franchement, on a atteint le niveau zéro de l'information technologique sur le web belge, quand on fait des articles de complaisance en vantant les larges allées de ce magnifique endroit et son plafond de 9 mètres de haut et son écran géant, et qu'on a l'impression d'avoir... Pardon ? Ils ont des arbres. Oui, ils ont des arbres, c'est magnifique avec plein de photos, et qu'on est super content de voir tous ces vendeurs très contents d'être là aussi, et d'applaudir même le fait qu'ils sont là. Enfin, il faut arrêter tout de suite de faire du journalisme et aller travailler, je sais pas, pour Century 21, ce sera encore la meilleure solution, à mon sens. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon coup de gueule de la semaine. Pareil par rapport à l'actualité Apple de manière plus globale. On nous a reproché par exemple le petit débrief qu'on s'était autorisé par rapport à la keynote Apple de la semaine dernière, parce que on avait été un petit peu entre guillemets méchants soi-disant, par exemple par rapport au port du stylet. L'iPad Pro a un stylet, qu'on avait dit que Steve Jobs n'en voulait pas du stylet, et qu'il faut arrêter maintenant de parler de Steve Jobs. Il paraît. Les fanboys ne veulent plus qu'on parle de Steve Jobs, il n'existe plus. Surtout, ne touchez plus aux produits Apple. Il faut arrêter à un moment donné là aussi. C'était un dieu pendant un temps. Maintenant, pour protéger le produit Apple, on dit qu'il faut surtout qu'il se taise, qu'on l'oublie. Là aussi, il faut arrêter tout de suite. Nous, ce qu'on va faire dans les semaines et les mois à venir par rapport à Apple, c'est qu'on va traiter Apple comme Samsung, comme Lenovo, comme Acer, comme n'importe quelle autre marque. Et quand un magasin s'ouvre, on va le traiter comme n'importe quel autre magasin, c'est-à-dire avec le plus grand dédain possible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est mon coup de gueule de la semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, parce que chacun a le droit à sa petite parole, évidemment. Je ne sais pas, je passe la parole par exemple à Sébastien. Non, je vois que tu es assez remonté, donc... Ça va troller. C'est clair que ça va troller. Non, moi, effectivement, ça vaut la peine d'aller jeter un œil sur les historiques, parce que, enfin, sur Facebook et sur YouTube, parce que ça nous permet au moins, après le podcast, d'avoir une discussion avec et d'allonger les sujets que certains auraient voulu qu'on n'a pas pu
sur l'antenne, parce que voilà, on n'a qu'1 heure, on va pas faire des podcasts d'une demi-journée. Oui, après voilà, effectivement, il y en a pas mal qui râlent sur le stylet. Je trouve que c'est un non-débat, c'est des faits passés. La pomme l'avait tué, la pomme décide de le remettre. Et on l'a dit nous-mêmes. Voilà, enfin moi, je me rappelle l'avoir signalé que dans certaines fonctions, enfin sur certaines applications, ce stylet avait certainement un intérêt. D'ailleurs, ils l'ont démontré par certaines petites vidéos de présentation, etc. J'ai aucun souci avec ça. On a juste mentionné que Steve Jobs, lui, n'en voulait pas à l'époque. C'est tout. Voilà, mais bon, oui, comme tu le dis, on a des affinités chacun avec des marques et avec des produits, et on les a toujours traités correctement. S'il y a une évolution chez Apple, on la souligne. S'il y a une évolution chez Samsung, il y en a qui n'aiment pas autour de ce podcast ici, mais bon, on la souligne parce qu'il y en a qui aiment bien Samsung, etc. Donc je pense qu'on est cohérent avec ce qu'on fait. Je pense qu'on continuera à dire quand un produit nous plaît et qu'on le soupçonne d'être bon, de le dire, comme tu viens de le signaler. Et quand on n'aime pas, on le dira aussi, parce que c'est un petit peu ça la valeur ajoutée des technos. Oui. C'est justement une opinion, alors que vous l'appréciez ou pas, on ouvre le débat et on en discute gentiment et on se prend pas la tête pour autant. Par contre, parler de la couleur des banquettes dans un magasin, ça, comptez pas sur moi pour en faire des tonnes. D'ailleurs, le sujet ce sujet à ce niveau-là est clos. Marc voulait peut-être ajouter un truc. Non, moi franchement, je suis en train de compter mentalement le nombre d'auditeurs qu'on a perdu là sur ce coup de gueule. Mais justement, mais alors, je disais que le sujet était clos, mais je vais être encore beaucoup plus clair. C'est-à-dire que ne comptez pas sur moi ni sur ce podcast pour faire des sujets de complaisance juste pour plaire aux fanboys, pour se faire de l'audience à bon compte et facilement. On ne dira jamais ce que vous avez envie d'entendre juste pour le plaisir de faire plaisir gratuitement. Non, là, effectivement, nous avons... Revenez. Nous avons des fanboys dans le podcast. Mais bien sûr. Aujourd'hui, mais il va revenir. J'en suis un moi-même. J'adore les produits Apple. Bon, mais par contre, tant qu'on veut clôturer, il y a un autre truc qui effectivement n'est pas apprécié chez les gars qui utilisent Android, c'est pour certains les produits Apple. Et je pense que Xavier a quelques trucs à dire là-dessus. Ah, peut-être, oui. Tiens, oui, justement, voilà, donc, Xavier. Sans transition, on va parler d'une nouvelle application qui est sortie à l'occasion de la sortie d'iOS 9. Elle porte le joli nom de Move to iOS et c'est en fait la première application faite par Apple qui se trouve sur le Play Store. Alors on peut s'étonner du choix d'Apple de sortir une application sur le Play Store, mais en fait c'est pas du tout innocent. Leur but est de rapatrier des utilisateurs et de faciliter la migration vers l'environnement iOS, donc vers les iPhones, iPad, etc. Alors qu'est-ce l'utilisateur va pouvoir faire? Il va pouvoir migrer très facilement ses images, ses messages, son compte Google, ses contacts, ses favoris, mais pas les applications évidemment qui ont été achetées et qui ne sont pas forcément compatibles. Alors ça c'est pour la petite info, donc ceux qui cherchent à migrer vers iOS, eh bien ils vont être très contents puisqu'il existe une application maintenant faite pour ça. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a déclenché une guerre. Il y en a certains qui disent que c'est la guerre des étoiles parce que sur le Play Store, il y a vraiment deux camps. Il y a ceux qui sont fans de cette application et il y a tous les Android fanboys qui ont été notés de manière très mauvaise l'application. Donc on voit qu'il y a vraiment des différences flagrantes entre ceux qui adorent et ceux qui détestent. Évidemment, comme on est dans le Play Store, il y en a plus qui détestent. Et alors, ce qui est très marrant, je vous invite, que vous soyez fan ou pas, il y a pas mal de trolls qui mettent leurs petits commentaires et il y a des blagues qui surgissent du style voilà, j'avais un merveilleux LG G3 que je voulais transformer en iOS 6, en iPhone avec iOS 9 et puis ça a rendu mon téléphone comme un BlackBerry Curve. Il y a tous des commentaires qui sont assez marrants si vous avez un peu de temps à perdre. Mais là aussi, je veux dire, il y a des trucs, le principe même du troll, entre guillemets, moi, il ne me déplaît pas en soi. J'avais vu justement le même journaliste qui a écrit cet article très complaisant par rapport à l'Apple Store, qui disait c'est peut-être la meilleure application Android. Voilà, c'est Xavier. Non, c'est... Ou Seb, plutôt. Si, je ne sais pas qui c'est, mais qu'on lui coupe la tête. Parce que la meilleure application, je trouve, c'est alors, je vais essayer de rester objectif sur le principe. C'est bien qu'ils fassent une application pour migrer vers leur téléphone. Je trouve que c'était nécessaire. De la même manière qu'on sait le faire avec Android, Samsung a des applications pour migrer des téléphones iPhone vers du Samsung. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas dans les deux sens. Par contre, ce qui, moi, me pose un petit souci, il y a d'autres bricoles avec l'application. D'abord, c'est qu'Apple, il est extrêmement strict sur son design.
quand tu poses des applications sur l'App Store. Et ici, eux, ils n'ont pas fait l'effort d'utiliser le material design. Donc, ils plantent une application sur le Play Store et disent bah non, nous, tout compte fait, on va faire notre design sur votre plateforme, on n'en a rien à foutre. Ouais. Je trouve que ça, déjà, c'est pas très respectueux de leur part. Parce que bon, c'est pas des branquignoles. Ils étaient capables, franchement, d'engager un développeur Android et de mettre un bon design. Ensuite, quand tu regardes les textes, parce qu'il y a quand même que 2 ou 3 écrans sur les textes, il n'y a pas d'effort, tu vois qu'il y a des erreurs dans leurs phrases en anglais, donc ils répètent les 2 mots, des mots allez, il y a 10 mots et il y en a 2 qui ont été répétés, je trouve que c'est pas terrible. Et puis il y a quand même une petite pique qui est quand même un peu trash si vous regardez les screenshots de l'application, c'est quand le transfert est terminé, ils te disent maintenant vous pouvez recycler votre téléphone Android, vous pouvez le ramener dans un Apple Store. Voilà, là c'est vraiment là ça pousse un peu à la provocation. Bah oui. Et je comprends les réactions sur le Play Store suite à ça. Maintenant ça montre aussi, ça c'était un autre très long débat, les limites du système de notation au niveau des applications, oui. Pour être honnête, parce que voilà, la plupart des gens qui ont voté 1 le font parce qu'ils détestent Apple, parce que c'est pas moi. Ils aiment pas c'est pas toi, mais parce qu'ils aiment pas l'application, parce qu'ils aiment pas la marque, mais ils ont pas testé l'application, ils l'ont pas ouverte, donc ouais. Ils font un review juste sur la marque, et ça ici sur le fond c'est pas correct. Sur la marque ou sur la démarche, parce que comme tu l'as signalé, la démarche quand tu vas dans le Play Store, tu vois ces erreurs ou ces imprécisions ou cette intention, et donc sur la démarche tu peux aussi te braquer et mettre 1, c'est un peu idiot, hein, il vaut mieux tester avant ou écouter un bon podcast pour en entendre parler, par exemple. Et pour terminer sur cette application, parce qu'on va pas passer le podcast dessus, c'est que ce qui est vraiment dommage, c'est que Apple le fasse dans ce sens-ci, en disant voilà, transférez vos applications d'Android vers iOS, hein, donc l'explication en long et en large sur l'application. Et si tu regardes dans les conditions générales, quand tu postes une application sur iOS, il t'est interdit de citer un autre OS. Donc tu peux pas faire une application sur iOS et dire grâce à ça vous allez pouvoir tout transférer sur Android. Le fait de dire Android dans le nom, enfin dans le commentaire, dans l'explication de ton application, te fera rejeter ton application. Donc je trouve que bon voilà, il devrait c'est une sorte d'abus de position dominante quelque part. C'est pas ultra correct. C'est pas très correct, il faut le reconnaître. Bon, on a fait le tour de la question sur la lettre A. Ça va troller. Je pense que bon, là c'est bon. Faites revenir à vos commentaires, mais sur le Play Store. Hein. Non, mais c'est bon. Il faut pas exagérer non plus. Je pense qu'on a été honnête et on est ouvert à la discussion. Il y a pas de souci. On passe à la lettre. Sinon, on vous donnera l'adresse de Marc. L'adresse mail, hein, c'est juste l'adresse mail. La lettre B. Allez, on passe à B comme bidulou ou barbecue, par exemple, Xavier. Voilà, c'est le petit objet inutile de la semaine. Un petit clin d'œil à Marc qui m'avait fait rêver avec son four connecté. Ben, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé un barbecue. En fait, c'est plutôt un grill connecté. Alors, il permet de faire tout ce qui est indispensable, c'est-à-dire allumer et éteindre son barbecue à distance, vérifier la température du grill, vérifier même la température de la viande avec un petit accessoire. On va pouvoir définir des profils de cuisson en fonction de la nourriture qui est à cuire. On peut planifier sa cuisson et le tout est transportable. Donc, c'est indispensable pour un budget de $399. Voilà, c'était la petite info. $399, ça fait quand même cher l'escalope, quoi. Oui, mais c'est une escalope connectée. Effectivement, oui, j'entends bien, mais quand même. On reste à la lettre B. J'imagine qu'il n'y a pas de commentaire là-dessus. Je regarde mes petits camarades. Non, non, voilà. Franchement, non. Mais j'attends toujours de tester le four connecté. Le jour où j'arriverai à mettre la main dessus, ça, je serai content. Maintenant, le barbecue connecté, ouais, pourquoi pas. Oui. Ouais, la saison est passée. La saison est passée en plus, donc peut-être l'année prochaine, on verra bien. On reste à la lettre B, mais B comme business, et donc on est un petit peu plus sérieux pour le coup. Marc, on parle de HP qui se restructure une nouvelle fois et pourrait supprimer, pour le coup, 30 000 postes. Ça, c'est énorme quand même. Oui, effectivement. Donc, en fait, il s'agit de la future société HP Enterprise qui va être issue de la scission du constructeur en 2 entités. Ouais. Et donc, il a été annoncé que cette restructuration va entraîner une structure de coûts plus compétitive et plus durable pour la nouvelle HP, mais que cela va demander un travail considérable et des efforts supplémentaires afin de réduire les coûts. On connaît la rengaine, hein, c'est pas long, c'est
pas nouveau. Il prévoit des économies annuelles de l'ordre de 2 milliards de dollars sur les 5 premières années et une augmentation des marges opérationnelles de 7 à 9%. Et tout ça, donc, va se traduire par le licenciement d'ici 2018, je crois, entre 25 et 30 000 postes. Donc en 2 ans. C'est-à-dire quand même, voilà, sur 2 ans. Alors, pas oublier que cela va s'ajouter aux 54 000 suppressions de postes qui avaient déjà eu lieu depuis l'arrivée de Meg Whitman, donc le CEO actuel, à la tête du constructeur en 2011, et aux 7 000 personnes qui sont en cours de licenciement d'après le plan qui avait été engagé au mois de mai. Donc au total, ça fait quand même un joli paquet de personnes qui vont se retrouver du jour au lendemain. Sur la touche. Ou dans des startups qui montent. Ça peut arriver aussi que des grandes boîtes comme ça, des gens issus de ces grandes boîtes se retrouvent finalement un petit peu au pied du mur et décident de monter leur propre boîte ou de s'associer avec des startups existantes. Ce qui nous amène toujours dans la lettre B comme business à parler des levée de fonds de ces fameuses startups qui montent, comme par exemple Seb HelloFresh qui va chercher 85 millions de dollars quand même. Alors c'est ça, j'en ai épinglé 2-3 cette semaine, parce que ça tourne pas mal pour moi, et HelloFresh, c'est de l'européen. Ouais. C'est nos voisins allemands, et les gars, ils ont été chercher 85 millions. Alors 85 millions qui se rajoutent à 149 millions qu'ils avaient déjà levés en février. Donc ils ont déjà un petit peu d'argent. Alors la société est évaluée aujourd'hui à 2,9 milliards. Donc ça fait une des plus grosses startups européennes, c'est une de nos licornes, une de nos plus belles startups, mais le nom n'est pas encore très connu en Belgique. Rappelons ce que fait justement HelloFresh. J'y venais justement, donc HelloFresh.be existe déjà, donc il est disponible en Belgique et ça va apparemment, les livraisons commenceront d'ici fin du mois. Pour la France, des idées? Non, c'est déjà en France ou pas? Alors pour la France, aucune idée, parce que effectivement, j'ai pas pensé directement à nos auditeurs, mais c'est possible. HelloFresh, non, on n'a pas l'air de répondre en France, donc mais. Ça pourrait venir, quoi. Enfin, on imagine que cette levée de fonds va leur permettre justement d'attaquer l'international. Ça n'a pas encore l'air en France. Mais alors en Belgique, ça l'est pas encore partout parce que tu dois mettre ton code postal pour savoir si tu peux être livré. Et ça fait quoi d'abord. Et par exemple, sur ma région, sur Nivelles, on ne peut pas être livré, mais on peut l'être sur Bruxelles. Donc peut-être que l'un de vous a envie de tester. Je pense que ça a l'air intéressant. Et le principe, c'est... vérifier. Ce qui est déjà dommage, par contre, c'est que le site n'est qu'en néerlandais. Oui, voilà. Ça, c'est un choix qui arrivera peut-être plus tard, une correction qui arrivera peut-être plus tard. Ouais. Le principe, c'est quoi? C'est que tu commandes un repas, donc une boîte pour 1, 2, 3, 4, 5, et ça va jusqu'à 6 personnes, et tu peux commander 3 à 5 boîtes. D'accord. Et alors si tu prends 3 boîtes pour une personne, ça te coûte, c'était pas si cher que ça, je trouve que c'était encore correct, je vérifie le prix tout de suite, 1000 Bruxelles, merci. Soyons précis, c'est que l'on reçoit le repas mais il n'est pas préparé. Ça fait 36, c'est ça, et alors tu reçois la boîte avec tous les ingrédients, la recette qu'ils ont, enfin une ou deux recettes qu'ils ont prévues pour ces ingrédients, et c'est à toi de faire le repas. C'est malin. Mais tu as tout, tu as tout pour le faire, tout a été préparé avec comme tu veux pour sauf les casseroles, 4 personnes, c'est ça, si tu veux un plat pour 6 personnes, tu dois pas commencer à calculer, à découper, ta recette est pour 6 personnes et tu as ton repas pour 6 personnes. C'est chouette. Donc le truc est assez sympathique, je trouve, et pas si cher que ça. Donc si tu veux 3 boîtes, 6 personnes, 83 €. Bon, alors nous, on n'a pas testé, donc on ne sait pas si les produits sont frais, les machins, est-ce que les recettes sont sympathiques. Bon, ça, on laisse évidemment à chacun l'occasion de tester. Marc, je pense que toi... Je testerai parce que chez moi, c'est livrable. Ah, c'est livrable chez toi, donc c'est parfait. Livrable, donc je testerai. Et donc, ça c'est évidemment pas mal. Je sens que Xavier, lui, est tenté par l'expérience aussi. Non, mais je voulais juste dire aussi, ceux qui ne sont pas tentés par cuisiner, il y a la start-up belge Take It Easy. Oui, bien sûr. Levé récemment, donc ils avaient levé une première fois 6 millions d'euros et ils ont relevé 10 millions d'euros ce qui est pas mal. Donc auprès du même fonds Rocket Internet. Mais là, donc ton repas livré, voilà. Ici, tu as le plaisir de cuisiner, entre guillemets. Donc, c'est passé pour un principe niveau, est très différent. Niveau. Et tout est prêt, tes épices, ta viande, tout est préparé et on te le livre le soir. Donc, c'est vraiment... c'est demain, je fais un repas entre amis, je le commande. Il faut une logistique
de malade pour ce truc, à mon avis. Ça doit être très, très compliqué. C'est effectivement du coup pourquoi ils ont certainement besoin de beaucoup d'argent. Le mec qui a mis 85 millions, le fonds, ils n'ont eu que, vu l'évaluation, que 1,7% de la société. Oui, d'accord. Donc ça te dit pour 85 millions. Donc ils ont déjà un petit peu d'argent. Marc voulait peut-être rajouter un truc, je ne sais pas, je le voyais... Non, ça serait rien spécial, d'accord. On n'en parle pas souvent de ce genre de start-up dans ce podcast parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas éminemment technologiques, il faut le reconnaître, mais quand même, il y a une idée qui vient un petit peu du web aussi, qui est ce côté, on participe à quelque chose, on commande c'est un peu le Ikea de la bouffe, en fait, ce truc. Et donc voilà, on trouve ça plutôt rigolo. Et voilà. Excuse-moi, mais 85 millions, une start-up qui va chercher 85 millions en Europe, il n'y en a pas des tonnes. Ça arrive pas tous les jours. Non, mais ça je dis pas le contraire, mais je veux dire c'est pas issu d'une grande technologie ou d'une découverte particulière. Ça dépend, quand tu regardes d'un point de vue logistique. Oui, Oui, c'est ça. Donc, par exemple, Take It Easy, ils ont développé un algorithme pour optimiser vraiment la livraison et le fait que les livreurs aillent à certains endroits. Comment communiquer en interne. Mais là, c'est plus la cuisine interne, c'est juste le cas de le dire, qu'il faudrait mettre une fois en évidence et trouver, je sais pas, des gens qui puissent nous en parler. Ce serait intéressant aussi de savoir comment ça se passe dans les coulisses, en quelque sorte. On reste dans la lettre B comme business, parce que c'est pas la seule. Il y en a d'autres, des levées de fonds. Intel, par exemple, qui investit par contre pas mal de pognon, presque 70 millions de dollars en Chine. Tu peux nous en parler de ça aussi, Seb? Alors, il n'y a pas énormément à dire dessus, sauf qu'ils ont mis 67 millions de dollars en Chine. Donc voilà, ça tu l'as dit. Dont dans certaines sociétés qu'on connaît comme Ninebot, donc sont ceux qui font les Segway, parce que maintenant ils ont racheté la marque Segway, qui avait déjà levé pas mal de fonds, mais donc tout n'est pas pour eux. Ici, les 67 millions, ils sont répartis en une petite dizaine de sociétés. Mais tu as donc Ninebot et tu avais aussi une autre société qui est alors je retrouve le nom qui est connu. Je ne vois plus comme ça. Mais T-Link, Profline, Yovo, les autres on ne les connaît pas directement. On les connaît moins, une ou deux sans plus. Mais à savoir quand même pour Intel, pour relativiser le tout, sur ces dernières années, ils ont quand même investi déjà plus de 2 milliards dans 140 sociétés en Chine. C'est quand même pas mal. Intel met des brouses au four. Quand je lisais 67 millions de dollars et qu'on met à côté le mot Chine, le nom de Chine, c'est peu. Enfin, ça paraît une paille, mais il faut le voir dans un grand ensemble également. Encore des gros chiffres, toujours avec Sébastien, pour parler du... Oui, non, et ça reste pas très loin. Quoi donc? Les gros chiffres. Les gros chiffres, oui, de la Chine, oui, effectivement. Il m'a coupé mon lancement. Démerde-toi. Non, le Uber indien, Ola, qui lui fait une levée de fonds intéressante aussi, il faut le dire. Là, on peut le dire, c'est plus qu'intéressant. Donc c'est c'est vraiment pile poil le beurre quand on lit la description. C'est la livraison de personnes, j'allais dire, mais le transport de personnes, donc la livraison de qu'il faut encore cuisiner. Avec la recette. Et donc plus la livraison de repas comme le fait Uber, etc. Les courses à domicile, la store, la café. Donc ils font ils font vraiment tout le package. Et les gars, ils ont quand même été chercher 500 millions de dollars. Pas mal. Donc pour une entreprise en Inde, je pense que c'est pas mal non plus. Et ça leur fait une valeur de 5 milliards de dollars. Donc pour le moment, dans l'économie de partage, j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit avec les startups dans tout ce qui était social avant. Et là, ça met beaucoup d'argent. Il va y avoir des morts. Oui, s'il y a des manifestations du même type que chez nous, tu veux dire. Oui, alors aussi peut-être. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Non, c'est clair. Marc veut rajouter quelque chose. Ouais, moi je voudrais juste rebondir sur l'histoire de Ola en signalant qu'il y a une autre start-up qui est active dans le transport, pas de la même manière. Ici, c'est une start-up qui facilite le covoiturage, qui s'appelle Blablacar, qui est déjà connue, start-up française, qui avait déjà levé, à mon souvenir, 40-50 millions d'euros et qui vient de relever maintenant 200 millions de dollars auprès de 3 fonds d'investissement et donc
qui, en étant de ce fait valorisée à 2,6 milliards, devient une des grosses startups françaises à acquérir le statut de licorne. C'est ça. Donc c'est vraiment un secteur qui bouge beaucoup. Xavier ? Et pour info, il s'ouvre aussi à l'Inde. J'ai vu un reportage là-dessus. Il s'ouvre aussi au marché de l'Inde et ils expliquaient qu'un des défis principaux, c'est le problème des castes et tout ça. Le fait que tout le monde n'est pas prêt à accepter n'importe qui. C'est côté culturel aussi qui rentre en ligne de compte et ça, on n'en tient pas toujours compte quand on regarde les choses, mais avec un peu de hauteur, on peut analyser ça aussi. On a fini avec la lettre B, je pense, me semble-t-il. Donc on peut attaquer la lettre C. Et on va faire tout l'alphabet cette fois-ci, prenez patience. Cyanogen, c'est comme Cyanogen, Marc. Cyanogen qui intégrerait Cortana nativement. Ouais, on se rappelle que suite au rapprochement entre Microsoft et Cyanogen, le PDG de Cyanogen avait annoncé vouloir intégrer Cortana pour damer un peu le pion à Google et à Google Now et à tout l'assistant vocal qui était de base inclus dans Android. On se rappelle de cette parole gentille où il avait déclaré vouloir shoot a bullet in Google's head. C'était vraiment sympa, comme on dit, voilà. Et donc effectivement, la lune de miel entre les deux sociétés donc semble s'éterniser et donc le PDG de Cyanogen vient de confirmer qu'ils sont en train de travailler sur une intégration vraiment native, profonde de Cortana dans la prochaine version de Cyanogen OS. Et pour eux, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui à Cyanogen pour le propulser sur un marché de masse et le mettre comme une alternative vraiment viable à Google comme fournisseur d'OS mobile. D'accord. Alors c'est bien, mais c'est un peu oublié qu'à la base, Cyanogen c'est quand même basé sur un Android de base. Donc il y a un petit peu de schizophrénie là, mais on va les pardonner, c'est pas trop grave. Donc pour l'instant, Cortana n'est disponible que sous la forme d'une application Android qui a été publiée par Microsoft. Voilà, je ne sais pas très bien où ils veulent aller. Alors moi j'ai une très bonne expérience de Cyanogen. Enfin un peu moins depuis 2 semaines, depuis que mon OnePlus a décidé de se faire harakiri tout seul comme un grand, mais ça c'est autre chose. Un jour il a décidé qu'il démarrait plus, puis 3 jours après il a redémarré, maintenant il redémarre de nouveau plus. Bizarre. C'est pas grave. Oui, non, c'est obsolescence programmée. Il faut passer à l'iPhone. C'est bizarre parce que moi je suis repassé à l'iPhone en attendant d'avoir un ticket pour pouvoir acheter le OnePlus 2. Parce que je connais quand même un paquet de monde maintenant, parce que j'ai influencé plein de monde autour de moi, il faut le reconnaître aussi, qui ont un OnePlus et qui n'ont pas eu de problème. Sauf un problème de surchauffe avant une mise à jour, mais qui a été réglé avec la mise à jour justement. Enfin bon, fermons la parenthèse, on y reviendra peut-être. Il y aura certainement des choses à dire aussi sur le OnePlus 2 dans les prochaines semaines. Alors, pour terminer donc sur Cyanogen, donc le PDG de Cyanogen termine en disant qu'il voit vraiment Cyanogen OS devenir un concurrent vraiment de premier plan à Android et iOS et non donc comme un petit fork quelconque qui avait commencé sur XDADev. Donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite, même si personnellement je suis un peu dubitatif quand même. D'accord, on attendra, on verra ce que ça donne, comme on a l'habitude de le dire. On peut passer à la lettre F maintenant. F comme Facebook, c'est un petit peu la tempête dans le verre d'eau de la semaine. C'est ce Facebook et Mark Zuckerberg qui travailleraient sur ce fameux bouton dislike dont on parle depuis des années, presque depuis qu'il existe le bouton like en fait. Oui, sauf que ce que tout le monde est en train d'attendre est un bouton dislike à la manière dont on l'imagine, c'est-à-dire un bouton qui permettrait de descendre en flammes les posts qu'on n'aime pas. Pouce vers le bas. Sauf que non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que les gens ont l'image du bouton up and down pour les upvotes et les downvotes. Par exemple le système de Reddit où on peut promouvoir un post, où on peut le rétrograder en fonction de l'intérêt qu'il suscite auprès de ses lecteurs. Non, c'est pas du tout ça. Ici, je cite la déclaration officielle, ils ont prévu un bouton qui va vous permettre d'exprimer de l'empathie. Donc, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord avec un post, ou bien vous voulez vous exprimer sur un post dont le contenu est triste et vous rend peut-être malheureux, mais que vous voulez marquer votre solidarité, le bouton sera là pour vous permettre de lier votre réaction émotionnelle au contenu du post, sans pour autant verser dans un optimisme qui ne sera pas de circonstance. Mais c'est peut-être pas complètement idiot, Marc. C'est pas totalement idiot, mais disons que
l'attente qui a été suscitée, parce que ça fait quand même maintenant un paquet d'années que les gens demandent avec insistance d'avoir un bouton pour systématiquement pouvoir marquer leur opposition sur tel ou tel sujet, l'attente des gens est telle qu'il y aura probablement un grand nombre de déçus quand ce bouton sera enfin disponible en activité, et où les gens vont se rendre compte qu'ils ont beau marquer de manière négative tous les posts des gens qui les embêtent, ça va pas changer. Les posts de ces gens-là vont continuer à apparaître avec la même régularité que l'algorithme les exprime sur leur mur. Il va falloir voir un peu comment ce bouton va être libellé, soyons clairs aussi. Je trouve que c'est pas totalement idiot, parce que des fois il y a des annonces très dures, en tout cas, enfin avec l'actualité du moment, on voit des fois des trucs sur Facebook qui sont super durs, et je vois des gens qui like et j'aime, ça sonne faux, quoi. Je veux dire, soyons clairs. Même si on comprend ce qu'ils ont voulu faire, mais il manque une fonction. Voilà, et peut-être que celle-là sera la bonne. On va voir comment les gens vont s'en servir. Ça, c'est toujours un petit peu le mystère. On reste chez Facebook, Marc, et on reste chez toi également pour parler de réalité virtuelle pour iOS et Android. Oui, forcément, avec le rachat de Oculus et donc la sortie, on le rappelle, en janvier normalement du casque et de sa configuration hardware et de tout ce dont on attend, tout ce qu'on attend en bavant frénétiquement. Il se décline aussi sur le marché des applications mobiles, et donc il prépare une nouvelle application qui target les smartphones iOS et Android. Comme d'habitude, il n'y a pas encore d'annonce vraiment précise, et en tout cas rien qui est prévu du côté de Windows Phone. On sait que ce sera une application de réalité virtuelle. On ne sait pas encore vraiment quelle sera officiellement son utilité, même si les rumeurs qui ont fuité par-ci par-là font état d'une application qui permettrait de lire des vidéos sphériques. Donc on connaît déjà le phénomène. On l'a déjà vu de manière expérimentale chez YouTube, où des séquences ont été filmées avec des caméras embarquées orientées à 360 degrés, et on pouvait se déplacer dans la vidéo en même temps qu'elle jouait pour avoir un point de vue vraiment de tous les angles. Petite parenthèse, GoPro a sorti une version très évoluée de sa caméra. En fait, c'est une flopée de caméras, je sais plus, 24 ou 18, je ne sais plus, en arc de cercle dans un support particulier. C'est GoPro qui l'a fait, ça coûte $15 000, je pense, et c'est prévu pour faire des vidéos 360 degrés pour YouTube en l'occurrence. Fin de la parenthèse. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose de plus à en dire. On ne sait pas vraiment ce que ce sera. On sait juste que si effectivement les rumeurs s'avèrent exactes, eh bien voilà, Facebook aura déjà pas mal de concurrence sur le marché, notamment, on l'a dit, YouTube et d'autres sociétés qui travaillent également sur le secteur et qui prévoient de sortir également des produits axés sur ce genre de technologie, Sony avec le projet Morpheus, HTC avec son nouveau casque, etc. Bon, sans compter Microsoft qui lui va arriver dans pas très longtemps avec normalement une version commercialisable du casque HoloLens et de tout ce que ça pourrait inspirer chez les partenaires qui travaillent avec son écosystème. Donc voilà, à voir, à suivre. Disons que si c'est ça la fameuse annonce, ça sera un peu un pétard mouillé. Oui, il faut voir, effectivement. Une fois de plus, on ne peut pas préjuger de ce qui va arriver dans les prochaines semaines dans ce domaine. C'est vrai qu'on avait entendu, il y a des bruits circulés, que si Facebook s'intéressait de si près à la réalité virtuelle, c'était justement pour rapprocher virtuellement les amis dans Facebook d'une manière ou d'une autre. Faire du speed dating, par exemple, avec une personne via Facebook, mais avec des lunettes. Tout ça est très très confortable, on l'imagine bien, et très humain aussi, très, très tactile, quoi. On peut le dire comme ça. On verra ça dans l'avenir, peut-être. La lettre G comme Google. Ah non, je vois que Sébastien a quelque chose à rajouter. J'avais levé mon doigt quasi dans tous les pitoules. Non, sérieux. J'ai un mini truc sur Facebook. Si vous ne suivez pas le profil de Mark Zuckerberg, allez jeter un œil sur son profil. Cette semaine, il a publié une vidéo où ils allaient faire des questions live avec les braves Facebookers. Donc si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble son bureau, sa salle de réunion, etc., ça vaut la peine. Il fait un petit tour de leur environnement qui, je trouve, est un petit peu bordélique, extrêmement mal décoré. On a l'impression d'être un peu dans un hangar. Et
Et sur son bureau, il y a juste un MacBook où on dirait un 13 pouces, aucun autre écran, aucun clavier, juste un ou deux trucs. Je trouve que ça faisait trop faux, trop placé. Un peu fake, quoi, oui. Et si effectivement il ne travaille qu'avec ça, je ne sais pas comment on peut travailler avec un seul écran à ce niveau-là. Voilà, oui. Mais allez voir, au moins vous verrez la salle de réunion, etc. C'est amusant. Si on reste 10 secondes sur la lettre F comme Facebook, il paraît que les comptes, comment on appelle ça, reconnus, authentifiés, officiels, etc., certifiés peuvent maintenant diffuser des vidéos en direct un petit peu à la manière de Periscope sur leur compte. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait en l'occurrence. Donc ça, ils ont ouvert le canal pour les gens qui ont un compte certifié. Il paraît qu'on ne peut avoir un compte certifié que si on est aux États-Unis. Moi, je connais des Européens qui ont des comptes certifiés et voilà. Et je ne sais pas s'ils l'ont testé. Encore une affaire à suivre. On peut passer à la lettre G, ça ne pose plus de problème à personne. G comme Google. Tiens, comme c'est bizarre. Xavier, un Easter egg Super Mario Bros dans Google, c'est vrai que c'est un peu sa fête pour le moment. Voilà, donc pour les 30 ans, donc l'anniversaire des 30 ans de Super Mario Bros cette semaine, on a les développeurs de Google qui nous ont préparé un petit Easter egg. Donc en fait, si vous tapez Super Mario Brothers dans le moteur de recherche, vous allez voir dans le Knowledge Graph, c'est le petit cadre à droite qui contient les infos avec les recherches. Vous allez voir une petite icône du fameux bloc avec le point d'interrogation sous lequel il fallait sauter pour faire apparaître des pièces. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir des petites pièces qui apparaissent. Et, voilà. Je pense que Sébastien a trouvé le bouton. Avec un petit son, et voilà, exactement. Et si Sébastien a le courage de faire ça 100 fois, il entendra un autre son. Lui, il a peut-être le courage de le faire, moi, j'ai pas le courage de l'entendre. Voilà. Alors, pour info, c'est pas la première fois que Google fait des Easter eggs. Il y en a un autre sympa que j'avais trouvé à l'époque. C'est un peu par hasard. C'est si vous êtes dans Chrome et que vous êtes déconnecté d'Internet, il y a un petit running game avec un T-Rex qui court et qui ne s'arrête pas et vous devez éviter des cactus en sautant. Ils ont des fois de bonnes idées chez Google. Et donc, il y a une petite image que vous verrez aussi avec ce fameux Easter egg aussi dans Chrome. Ils ont de bonnes idées chez Google. Par exemple, quand c'est votre anniversaire, le logo Google se transforme en gâteau d'anniversaire. Et quand vous cliquez dessus, c'est bien parce que ça vous renvoie à votre propre page. Donc, comme ça, on sait qui on est, en gros. Et on sait quel âge on a aussi par la même occasion. Bon, j'ai cliqué 100 fois, le son est moisi. Oui, ça, on l'avait un petit peu remarqué, Sébastien. Sébastien, tiens, justement, on retourne chez toi pour parler de YouTube qui permettra bientôt de streamer les jeux Android. Ça, c'est pas mal, ça, pour ceux qui veulent partager leur expérience de jeu sur Android. Voilà, merci Marc, on peut passer à la lettre H. Bah écoute... ça s'arrête là, c'est tout. Ça s'arrête presque là, effectivement. C'est juste que ça a été annoncé que c'est en développement, c'est bientôt. Et donc bientôt, vous pourrez, quand vous jouez à votre jeu sur Android, le diffuser en live sur YouTube. Alors c'est plus ou moins tout, comme effectivement on a quelques amis gamers qui nous écoutent. Je dis voilà, ça peut être sympathique. C'est une nouvelle fonctionnalité, enfin une nouvelle plateforme encore pour diffuser les gens en train de jouer. Un truc que je comprends toujours pas honnêtement, mais qui... Non, mais qui a un gros marché, hein. Il y a un très très gros marché, des plateformes qui sont dédiées à ça d'ailleurs pour diffuser du gameplay 24 heures sur 24. Cinéma, et c'est un phénomène. C'est un vrai phénomène. Et bon, on n'a peut-être plus l'âge. Peut-être qu'on est trop vieux. Enfin, je sais pas. Diffuser ma partie de Pac-Man, je trouve que c'était un petit peu. Space Invaders, etc. Ça passe pas très bien 24 heures sur 24. C'est un petit peu répétitif. Il faut le reconnaître. On passe à la lettre H comme tu l'avais suggéré, Sébastien. H comme hardware. Et on va te retrouver justement pour parler de hardware et de Western Digital, le fabricant de disques durs. Et alors j'ai vu ça passer chez les gars de Mini Machine, un site que je visite quand même pas mal et qui a de bons trucs sur donc ici le disque dur Western Digital. Et donc $80 et pour $80 vous aurez un disque de, si je me souviens bien, 1 Tera qui vous permet, alors c'est un bête disque, ça ressemble à un bête disque SATA, c'est tout à fait ça, sauf que Western Digital le vend comme étant un disque spécifique pour le Raspberry Pi, parce qu'ils ont rajouté un connecteur qui permet de prendre
prendre l'alimentation en même temps qu'il alimente la Raspberry Pi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir 2 câbles. D'accord. Vous branchez sur le courant et ça fait une petite déviation. Donc ça permet d'utiliser une seule prise de courant pour ce type d'appareil. Donc c'est vraiment pas mal vu. Sinon, grosso modo, c'est un bête disque entre guillemets de 1 Tera. C'est fonctionnel avec tous les Raspberry B+, et Pi 2. Il va falloir quand même calculer son alimentation un petit peu différemment parce que ça va consommer un petit peu plus quand même. Ça va consommer un petit peu plus, mais choper un disque de 1 Tera sur un Raspberry, ça peut être sympathique. Bien sûr, effectivement. C'est une chouette info. J'ai vu un concurrent en devenir de Raspberry Pi, YellowPi, ça te dit quelque chose à quelqu'un Ça me dit rien, mais il commence à y en avoir quand même pas mal. Il commence à y avoir des trucs. C'est aussi un phénomène. Hein. Ouais. Donc ça vaudra la peine, un de ces 4, de revenir là-dessus, si vous voulez bien. On le note quelque part dans son mouchoir. Et les concurrents de Raspberry Pi, ou d'Arduino, ou de... Intel en a créé aussi. Intel avait promis ça, effectivement. Donc ça se vend. Il y a des choses à dire autour de ce sujet, effectivement. Nvidia, Seb, rappelle une partie de ses Shield Pro. On avait parlé de la Shield déjà avec toi. Voilà, c'est pour ça que je me permets de faire un mini suivi sur le sujet. Donc allez voir, c'était en juin dernier. La Shield, c'est une console Android faite par Nvidia qui vous permet non seulement de jouer avec plein de jeux sur Android, de streamer tout ce que vous voulez comme vidéo et en même temps de streamer aussi des jeux que vous jouez sur la Nvidia Grid. Et honnêtement, la console reste pour moi une des meilleures box Android sur le marché. Ouais. Sauf que sur le marché, elle est surtout disponible aux États-Unis et l'Europe est encore un petit peu retardée. Alors pourquoi j'en reparle, c'est qu'effectivement à mon retour de vacances, j'allume ma télé comme un brave, j'allume ma console, je me dis bon, je vous rassure, j'avais déjà défait les valises quand même, et puis je vois tiens une mise à jour, je dis bah oui bien sûr une mise à jour, je vais la faire, il n'y a pas de raison. Donc je reviens 5 minutes après et pour ceux qui sont habitués d'Android, je suis planté sur un écran fast boot. Donc le fast boot, c'est un petit peu l'écran de démarrage qui vous permet d'aller bidouiller un petit peu. Ouais. Elle me dit oui, mais encore. Donc je reboot la console, toujours planté, encore planté. Donc longue discussion avec Nvidia, longue lecture dans les forums. J'ai réussi finalement à remettre une ROM pour rebooter la machine et je suis passé de 500 Go à 11 Go. Ah. Et il se fait qu'en fait Nvidia a un problème avec une série de disques durs pour les livraisons dans les Shield Pro et qu'à la mise à jour de la 1.4 il y a une série de ces consoles qui malheureusement n'ont pas tenu le coup. D'accord. Et donc voilà, si vous en avez une, c'est peu probable parce que c'est pas vendu chez nous, mais si vous en avez une que vous faites la mise à jour en 1.4 et que ça ne débarque plus, contactez Nvidia, c'est prévu. C'est clairement un problème software, c'est pas, le disque n'est pas non, affecté. le disque est fautif. Le disque est fautif aussi, donc il y a du hardware à remplacer quoi. Ouais, et donc alors c'est à soulever. Bon, voilà, c'est un problème, ça arrive. C'est malheureux. Et le service de Nvidia, par contre, est extrêmement efficace. Les gars sont restés 1 heure en ligne avec moi pour essayer de trouver la solution. Et 2 ou 3 jours après, j'avais une nouvelle Shield de la maison, le package, le transporteur qui est venu chercher l'ancienne, etc. J'ai rien payé. Donc, honnêtement, ils ont joué le jeu. Super. C'est bon de savoir déjà qu'ils sont sur le coup. Parce que c'est pas en vente chez nous. Oui, en plus. Ils acceptent de le faire en Europe. Je trouve qu'ils sont très gentils. Et bien voilà, exactement. Merci Nvidia. Vous repassez comme vous voulez. Voilà. On passe à la lettre S comme Samsung, enfin un grand bond en avant pour parler de Samsung qui lancerait bientôt un appareil avec écran pliable, Marc. Oui, ça s'appelle le Project Valley. Alors, si vous voyez les images, si vous nous regardez en vidéo, vous devriez voir un truc qui ressemble à peu de choses près à un petit bouquin ou un portefeuille. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à ça. Ouais. Et donc, c'est un téléphone, un mobile avec un écran pliable. Donc, c'est assez sympa. C'est quelque chose qui pourrait sortir à l'état de prototype, on l'imagine, en janvier 2016. Donc, je ne crois pas que pour l'instant on parle de modèles commercialisables ou quelque chose qu'on pourra trouver directement dans nos magasins, bien que eux prétendent que oui. Maintenant, à voir où ils en sont exactement. Maintenant, sur le reste, ça reste du téléphone tout à fait classique, du Snapdragon, 3 Go de mémoire, grosso modo les mêmes caractéristiques que le S6, mais avec donc ce petit
truc en plus ce sera un téléphone pliable qui offrira donc, quand il est ouvert, une surface d'écran beaucoup plus grande qui se rapproche de celle d'une phablette, et quand il est fermé, la taille d'écran d'équivalent à un 4 pouces ou un 4 pouces et demi. Le concept est sympa. Les développeurs vont devoir penser à la position de la graffe. Oui, ça aussi. Est-ce que j'oserais dire que l'iPhone était déjà pliable ou bien Mon fils me l'a fait ce soir, mais je vais quand même faire remarquer qu'à la différence du Samsung qui sera un téléphone à écran pliable, l'autre c'est un téléphone pliable tout court. Tout court, oui, effectivement. Bon, on avait récupéré 2-3 personnes, mais là c'est définitivement mort. Si tu veux, on peut terminer. Hein. Moi, j'ai l'impression, alors je suis désolé, j'ai reçu un SMS de monsieur Kodak qui dit que sur la première photo, on aurait dit que c'était un Polaroid. Oui, parce que j'ai plusieurs illustrations, justement, on va y revenir, parce que certainement que ceux qui nous regardent se sont interrogés à ce sujet. Dans les illustrations que tu m'as envoyées, il y en a une où une espèce de boîte avec un film plastique courbé, enfin avec un écran souple en tout cas. Oui, ça ce sont les premiers prototypes d'écran souple qu'ils ont fait. Mais maintenant, voilà, apparemment ils sont passés à la vitesse supérieure et ils vont commercialiser ou au moins sortir en proto un mobile complet. Super. Bon, à suivre une fois de plus. Marc, on est encore à la lettre S et on parle de Snapchat. Pour le coup, Snapchat qui vous fera payer pour revoir les messages. On croyait qu'ils avaient disparu, mais non, en fait, ils sont toujours disponibles. Ils ont pris de la valeur en plus. Donc on rappelle brièvement pour ceux qui ne l'utilisent pas, les rares personnes, dont moi, qui ne l'utilisent pas. Snapchat, c'est cette petite application qui permet d'envoyer des photos. Là aussi, c'est générationnel. C'est générationnel. Ça vous permet d'envoyer des photos, etc., en les retouchant un peu. Bon, soit c'est un truc pour jeunes, on est tout à fait hors du coup, hélas. Mais le principe, c'est qu'une fois que vous avez envoyé la photo et que l'autre l'a vue, c'est fini. Oui. Eh ben non, là, ils se sont dit, ça c'est très bien, mais maintenant, il faudrait qu'on trouve le moyen de faire payer les gens, parce que Snapchat, pour l'instant, c'est totalement gratos. Et donc, ils ont trouvé un truc qui est pas mal, c'est, on va faire payer les gens pour qu'ils puissent revoir une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, je ne sais pas, les messages qu'ils ont déjà vus. Voilà, c'est tout con. Et donc, si vous aviez envoyé une photo de votre copine, vous pourrez la revoir. Non, mais c'est assez important comme info, parce que Snapchat a bâti une partie de son business justement sur le fait que les images étaient sécurisées, puisqu'elles sur le côté éphémère du poste. Voilà, c'est fini d'envoyer des photos un peu coquines et de se dire qu'elles sont en fait, c'est dégoûtant, soyons clairs. Je trouve ça juste exceptionnel. Il y avait des centaines d'applications de chat. Les mecs, ils arrivent, on dit non, t'envoies le chat, il disparaît, et puis après, si tu payes, c'est un chat normal. C'est génial, quoi. Et alors, donc, tu pourras acheter des packs, on appelle ça des replays, qui te permettront de voir un certain nombre de messages. 3 replays, c'est $1. Moi, j'imagine bien. Attends, moi, j'imagine bien la suite. Maintenant, ça va être un truc du genre. Alors, si tu payes un peu plus, on bloque quand même ton poste. Tu vois, une espèce de raquette. Des filtres par catégorie d'image. Oui, par exemple. Non, mais je trouve ça assez exceptionnel, effectivement. On a terminé avec la lettre S. On va directement, aller jusqu'à la lettre W. On n'ira pas jusqu'à Z. On passera pas par X non plus, Xavier. Non, parce que je te connais maintenant. W comme what the fuck. Une réputation, Xavier. X pour Xavier, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Non, absolument. Il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est tout à fait normal. What the fuck, Seb. Alors, tu veux même pas l'annoncer? Si, parce que je trouve ça plutôt mignon. C'est exceptionnel. C'est plutôt mignon, se mettre un petit peu à la place de nos amis les félins. Oui, j'ai lu ça. Et alors bon, moi je suis pas un grand fan de chats. Je suis désolé pour ceux qui aiment les chats. On a perdu encore un peu plus. Avec des olives, c'est excellent. Mais pour ceux qui aiment les chats ou qui ont envie de s'amuser un peu, c'est toi vouloir être chat. Ouais, tu sors. Tu es fatigué aujourd'hui, Marc. C'est grave. Et donc, si vous voulez, si vous connaissez Onomichi, vous connaissez pas Onomichi? Non. C'est une petite mairie dans le fin fond du Japon, et ils se sont dit, tiens, Street View c'est top, mais Street View, on voudrait un truc un peu plus amusant. Et donc, ils ont tapé des caméras sur le dos des chats, et tu peux te promener à la place des chats en Street View dans la mairie, enfin dans la ville, à 25 cm du sol. Et donc, tu as une vue, et alors en plus, tu peux l'entendre.
ce que le chat a vu, tu peux te promener comme le chat. Je trouve ça extrêmement drôle et ils ont fait ça avec plein de chats. Hein. Ils ont ça finit dans un barbecue connecté. Ça finit dans un barbecue. Oui, et puis toutes les images qui sont prises au printemps sont floues. On se demande pourquoi. Non, mais c'est pas idiot, je trouve, parce que c'est mignon, c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose, mais c'est rigolo. Et c'est vrai que pour ceux qui aiment les chats, et il y en a beaucoup sur Internet qui aiment les chats, et Internet aime bien les chats aussi, finalement c'est une bonne idée. C'est original, et je suis sûr que pour le tourisme local, Onomichi va voir une série de touristes débarquer assez rapidement pour aller dire bonjour à tous ces chats qui se promènent dans la ville. C'est ça. Oui, c'est Xavier. Plus sérieusement, je pense qu'il y avait déjà eu un projet similaire avec des caméras qui ont été fixées sur le dos de tortues marines. Oui, mais l'action est beaucoup plus lente. C'est plus lent, oui. Et les rues sont très très larges et pleines d'eau. Je me dis que les gens sont morts d'ennui. Et non, ici, c'est quand même plus drôle, quand même. On pourrait imaginer des trucs dans ce genre-là sur, je sais pas, des escargots, escargot view. Pour Marc Dorcel pourrait inventer des choses plus amusantes. On y vient. J'en suis sûr. Oui, on va rentrer dans le domaine médical, pour le coup, mais c'est autre chose. On termine, t'as la blouse verte déjà. On termine, Sébastien, sur le sujet, sur toujours la lettre W, comme what the fuck. Pour les fans, on n'oublie pas quoi pour les fans. Oui, ouais. C'est pas du tout what the fuck, mais c'était juste que je voulais mettre à la fin pour le mini bonus. D'accord. C'est une promo, on n'en fait jamais pour une série qui parle d'IT. Donc si vous êtes geek, honnêtement, il n'y a que 10 épisodes. Ça parle d'un pirate informatique, et pour une fois, les adresses IP sont pas en 452 x 512 x 400. C'est crédible, il y a du Linux, il y a du sniff de Wi-Fi, il y a du rootkit, il y a plein de trucs super excitants si vous êtes geek, si vous aimez un peu un peu de hacking. Pour une fois, c'est une série qui nous prend au sérieux, donc c'est drôle. Donc pour les médecins, il y avait urgence. Non. Tu rappelles le nom de la série? Oui, s'il te plaît. Ouais. Et donc il n'y a que 10 épisodes, mais c'est honnêtement la série IT qui sort du lot. C'est pas mal, ce genre de. Enfin, je trouve que ce sont des chouettes initiatives. Il faudrait le faire dans d'autres domaines aussi et le faire sérieusement, parce que ça touche des niches, des petits groupes de personnes, mais qui sont très curieuses, très en attente et très critiques, et ça fait plaisir. Regarde comme il est épanoui. Oui, t'as vu, j'en suis vert. Mais non, mais en fait, ces dernières années à Hollywood et ailleurs, il y a toute une culture geek qui se fait, et même pour les non-geeks, et ça attire pas mal de gens. Mais disons donc c'est le... Ouais. J'ai l'impression qu'ils font un effort pour pas raconter, quand on parle d'ordinateur et d'applications, même dans les séries beaucoup plus mainstream, ils font quand même un peu attention à pas dire que des conneries, quoi. Enfin, je veux dire, ils vont un peu, ils ont le souci du détail, on va dire. Mais c'est pas les seules séries. Il y a d'autres séries. Il y en a 2 notamment qui sont sorties il y a pas très longtemps. Il y a d'abord Silicon Valley qui est excellent, qui est un peu décalé, mais qui raconte d'une manière assez humoristique le monde des startups de la Silicon Valley. Est-ce que c'est pas un peu cliché, les images d'Épinal? C'est un peu cliché, mais c'est pas mal parce que les entreprises jouent leur vrai rôle. C'est un truc un peu de figuration, mais c'est quand même sympa. Et puis il y a une autre série qui est pas mal du tout, c'est Halt and Catch Fire, qui raconte la genèse de l'IBM PC, les débuts de l'informatique personnelle. Ça se passe dans les années 80. Et c'est une série qui était diffusée, il me semble, à partir de 2014. J'en avais vu quelques épisodes, c'était assez sympa. Ok. Bon, si tu me relances sur Silicon Valley, et après on va passer la soirée parce qu'on peut parler de soirée et de série. Si tu me lances sur Silicon Valley, la série était considérée comme tellement courte et que les gens avaient tellement envie de voir le prochain épisode qu'il y a des gens qui se sont amusés à écrire les scénarios potentiels des épisodes suivants, dont les gars de chez Mozilla. Donc allez lire, c'est aussi fandard, il y a moyen de s'amuser. Pas mal, effectivement. Et puis on va clore ici ce numéro et le sujet avec juste un truc qui me vient comme ça à l'esprit parce que je l'ai vu passer. Il y a encore un trailer supplémentaire du film Steve Jobs, le vrai film, pas la dope qu'on a vu
vu précédemment, qui s'en vient prochainement et qui a l'air d'être pas mal du tout, avec des personnages pour le coup bien campés et ça a l'air bien joué, tout ce qu'on veut. Ça a l'air plutôt bien foutu pour les fanboys, dont je suis, je le tiens à signaler quand même au passage. Ça s'en vient prochainement et le trailer est disponible sur la toile. Il fait une quarantaine de secondes, mais ça permet de placer les personnages et le casting. Sébastien avait un truc à rajouter. Oui, j'avais une question. Est-ce que ça a été filmé à l'Apple Store de Bruxelles ? Je ne pense pas, parce que les couloirs sont trop larges et c'est trop propre. C'est trop beau, ça sent trop la peinture encore. Non, il faut être clair. Et puis en plus de ça, les vendeurs sont trop jouettes, ils sont trop heureux de travailler là, donc ce n'est pas possible. Voilà, c'est évidemment une boutade, c'est pour rigoler. Ne vous fâchez pas sur nous, on fait tout ça pour s'amuser. Fâchez-vous sur lui. Pas uniquement. Merci Xavier pour ce numéro 46, une fois plus très dense. Merci également à Marc, qu'on retrouve très prochainement, ainsi que Xavier, décidément j'ai un problème, ainsi que Sébastien. Lui c'est le vert, moi c'est le jaune. Oui, c'est ça, voilà. Merci également à Sébastien, à très bientôt tout le monde, et très bientôt, c'est dans pas longtemps avec un hors-série. Au revoir.